13h30, les deux à Saskatchewan. Ça va durer 1 heure de temps, normalement. OK, vas-y fort, l'agent de Dieu. C'est bon? Oui, merci beaucoup. OK. C'est moi qui te remercie. Donc, voilà. Il est 13h34 en Saskatchewan. Donc, bienvenue tout le monde. Merci vraiment d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Je sais que ces derniers temps, c'est très difficile de trouver du temps parce qu'il y a beaucoup de téléconférences avec la pandémie de COVID-19. Il y a beaucoup de réunions et puis ça peut être vraiment très fatigant. Donc, je vous remercie d'être vraiment connectés à temps. Au nom des 4 organisations francophones à vocation économique de l'Ouest canadien, j'aimerais remercier Diversification de l'économie de l'Ouest d'avoir fait confiance à ces 4 organisations pour administrer directement un nouveau programme, un nouveau fonds de développement économique francophone de l'Ouest. Donc, en effet, le nouveau programme dénommé Fonds de développement économique francophone de l'Ouest, il est administré conjointement par les 4 provinces de l'Ouest, c'est-à-dire l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan. Donc, au niveau de sa gouvernance, il y a plusieurs comités. Il y a un comité particulier, un comité qui s'appelle le Comité de coordination interprovinciale, qui est composé par les membres de chaque province. C'est ce comité vraiment qui gère au jour ce fonds. Donc, j'aimerais commencer pour le moment à présenter ce comité, parce que c'est ce comité vraiment qui a travaillé ensemble pour préparer ce webinaire. Je vais commencer par Alberta. Joris, c'est à toi la parole. Parfait, merci beaucoup Jean de Dieu. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de voir autant de monde connecté aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez avoir beaucoup d'informations. Je suis Joris Desmardeco, coordinateur du programme FDFO en Alberta. Alors je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole à mes collègues. Je serai également le moniteur du chat, du clavardage. N'hésitez pas à poser vos questions à l'issue. Merci. Ok, merci Joris. Maintenant à Marie-Noël Hollande. Bonjour et merci à tous d'être là aujourd'hui. Je ne vais pas répéter ce que Joris vient de dire, mais c'est pour vous dire merci d'être là. Et moi, je suis la coordonnatrice de ce programme en Colombie-Britannique et ça me fera plaisir justement de répondre à vos questions éventuelles. Mais on est tous là aujourd'hui pour vous dire, comme on dit, mettre des visages sur les noms et puis justement pour vous accompagner dans ce webinaire. Merci. Merci Marie-Noël. Et Erwan? Oui, bonjour à tous. Erwan Bouchot, je suis le directeur du développement économique et communautaire au CEDEM au Manitoba. Et puis, je suis aussi le gestionnaire du fonds FDEFO pour la province. Merci à tous d'être là et puis au plaisir de recevoir vos futures soumissions. Merci Erwan. Et c'est à mon tour. Mon nom, c'est Jean de Dieu Ndayarondoa. Je suis gestionnaire de développement économique communautaire au sein du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan. Et puis, je vais vous tenir compagnie tout au long de la grande partie de ce webinaire, surtout au niveau de la présentation d'un PowerPoint que nous avons préparé ensemble. Donc, c'est ça. Je remercie en passant Paul Léos, qui est le chargé de communication au sein du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, de nous avoir appuyé au niveau technique. Avant de commencer vraiment la présentation, je vais vous partager quelques consignes. C'est sûr que vous avez déjà vu, les micros vos micros sont fermés. Ceux qui ne sont pas fermés, je vous invite à fermer les micros. Et puis, vous pouvez poser les questions par clavardage ou qu'on appelle communément le chat. Il y a Joris qui va s'en occuper vraiment pour répertorier les questions. Et puis, vers la fin, on va essayer de tenter de répondre à vos questions. Nous allons aussi, la durée de la question a été déjà posée. Le webinaire va durer 1 heure de temps. On va essayer de rester vraiment dans 60 minutes parce qu'on sait que quand ça dure longtemps, ça peut
ça peut démotiver en termes d'attention. L'autre élément, c'est que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur les sites web des 4 organisations à vocation économique de l'Ouest canadien. Et puis, le PowerPoint que nous allons utiliser vous sera aussi partagé après ce webinaire. Et évidemment, on va vous envoyer aussi un petit sondage pour juste nous permettre de nous améliorer et puis nous partager aussi vos commentaires et vos impressions par rapport à ce webinaire. Donc, l'autre élément, la dernière consigne, il y a Paul Réost qui est dans la partie technique, qui aimerait prendre une photo de groupe. C'est beau. On est dans la période de pandémie. La photo de groupe se prend à distance. Les gens qui peuvent afficher les photos, les photos aussi sur webinaire pour qu'ils puissent prendre vraiment la photo. Ça serait beaucoup apprécié. Voilà. On va faire ça, Jean de Dieu, on va faire ça pendant qu'il n'y a pas de présentation sur l'écran. OK, vers la fin. OK, parfait. N'importe quand. Là. OK, merci bien. Oui. OK, on va commencer directement. Donc, voilà, je vais vraiment vous entretenir par rapport au Fonds de développement économique francophone, le fonctionnement et puis comment les organismes peuvent déposer les demandes de financement. La présentation est divisée en 13 points. Donc, il y a d'abord l'historique du programme, il y a la définition du programme, il y a la gouvernance du programme, il y a les critères d'admissibilité à ce fonds, et puis les secteurs d'activité qui sont visés par le programme. Il y a des indicateurs de rendement recherchés par le programme. Il y a aussi la répartition de l'enveloppe de financement des projets des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il y a aussi les dépenses admissibles dans ce programme, les périodes d'appel de proposition qu'on a déjà plus ou moins fixées, le processus de sélection des projets à financer et un petit regard sur le formulaire de demande de financement et puis comment vous pouvez avoir plus d'informations dans les 4 provinces et en fait les questions-réponses. Je rappelle, vous pouvez toujours poser les questions pendant que je fais la présentation et puis on va y revenir vers la fin et puis suivant le temps qui va nous rester, on va essayer de répondre à une couple de questions. OK, on va commencer avec le premier point concernant l'historique du programme. C'est que c'est vraiment le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest. C'est une nouvelle initiative, c'est vrai, mais ce n'est pas un nouveau financement. Il y avait, le financement existait déjà, mais c'était par l'entremise en fait de l'initiative de développement économique qui est une initiative de diversification de l'économie de l'Ouest, communément appelée DEO. Et puis, c'est DEO qui gérait directement auprès des organismes bénéficiaires cette enveloppe. Et puis, l'idée, c'est juste en quelques mots, vise à appuyer l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Donc, comme je viens de le dire, c'est DEO qui finançait avant directement les projets dans les 4 provinces. Il y a beaucoup des exemples des projets qui ont été financés dans les 4 provinces de l'Ouest. Mais il y a eu cette année, au début de cette année, exactement au mois de février 2020, il y a eu vraiment des pourparlers pour que les 4 organisations francophones à vocation économique de l'Ouest puissent administrer directement ce programme, à cette enveloppe qui était destinée à l'Ouest canadien. Et puis, étant donné qu'il y a eu une étude en 2018 où on a vraiment noté une certaine convergence des secteurs couverts par les 4 organisations francophones à vocation économique, c'est sur base de ces secteurs qu'on a essayé de bâtir ce nouveau programme de financement pour les organismes francophones. Donc, la signature de l'entente, l'accord de financement de 3 ans triennal a été signé au mois de juillet. Et puis, c'est là où on a commencé vraiment à
à gérer, à administrer le programme d'une façon collégiale entre les 4 provinces. Évidemment, pour la signature de l'accord, il doit y avoir juste un seul organisme. Les 4 organisations vraiment se sont entendues pour déléguer au CCS pour signer l'accord de financement au nom des 4 organisations. Et puis les 3 autres organisations sont des agents financiers dans les provinces respectives. Le point, la définition du programme, c'est une définition plus ou moins générale, mais quand même, ça donne le champ d'application de ce fonds. Je vais lire la définition tout en entier. Le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest, c'est un programme de financement pilote de 2020 à 2023, géré par les 4 organisations francophones à vocation économique et financé par la diversification de l'économie de l'Ouest. Le fonds a pour objectif de favoriser et d'appuyer financièrement un développement économique francophone à travers des projets conçus et réalisés par les communautés de langue officielle en situation minoritaire de l'Ouest canadien. Ce programme est aussi un levier important qui favorise la participation inclusive des communautés francophones à l'économie de l'Ouest canadien. Vous comprendrez que vraiment ce programme vient vraiment pour réaliser l'approche de décentralisation où les communautés peuvent concevoir et réaliser leurs projets. Donc, c'est ça vraiment l'élément principal qui définit le programme. L'autre point, on arrive au point où on va vous dire comment les 4 organisations se sont mises ensemble, comment ils se sont organisés pour se donner des outils, pour se donner des moyens pour bien administrer ce programme. Donc, il y a les 4 provinces qui sont représentées par les 4 organisations francophones à vocation économique, qui sont le Conseil de développement économique de l'Alberta, la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, et puis le Conseil de développement économique des communautés bilingues du Manitoba et le Conseil économique coopératif de la Saskatchewan. Donc, il y a eu 3 comités qui ont été mis ensemble, qui ont été créés. Je commencerai par le comité de coordination interprovinciale. Ce sont les 4 personnes qui se sont présentées au début de ce webinaire. Il s'agit vraiment d'un comité qui est dans la cuisine, comme on dit, qui travaille tous les jours pour gérer le programme d'une façon collégiale et puis qui font des suivis auprès des organismes qui ont reçu du financement ou qui veulent aussi déposer les demandes de financement. Donc, en un mot, c'est le comité qui fait la gestion quotidienne du programme. Donc, quand on reçoit les demandes de financement des organismes, c'est ce comité qui compile tout ça dans chaque province. Et puis, il y a des comités, au niveau de chaque province, il y a des comités de sélection provinciaux. C'est ce comité qui se réunit après la date limite de réception des demandes de financement pour vraiment analyser d'une façon rigoureuse et objective les demandes de financement qui sont reçues. Donc, c'est à partir de là que ces comités essaient de faire des recommandations à un autre comité qui s'appelle le comité Pan-Ouest pour l'approbation finale. Donc, à ce niveau, le comité de Pan-Ouest, qui est constitué par les directions générales des 4 organisations francophones à vocation économique, en plus d'un membre du barreau de fonds, qui est membre ex-officio d'ODO. Donc, à ce niveau, c'est là où vraiment ils analysent pour donner une lecture commune par rapport aux projets qui sont vraiment retenus pour avoir du financement. Donc, c'est ça la gouvernance vraiment qui a été mise en place jusqu'à maintenant pour le programme. L'autre point, les critères d'admissibilité au programme de financement, c'est vraiment le point de départ pour chaque organisme francophone qui veut postuler pour avoir du financement. C'est vraiment l'élément principal. Il y a 3 vraiment critères d'admissibilité que chaque demandeur doit vérifier avant vraiment
mètres d'énergie pour préparer un projet à déposer. Donc, il y a les trois critères sont les suivants. Donc, on dit que seuls les organismes francophones de l'Ouest canadien, c'est-à-dire Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan, qui sont légalement formés et de portée soit locale, soit provinciale ou interprovinciale, peuvent déposer une demande de financement. L'autre critère, c'est que l'organisme demandeur doit œuvrer en français et contribuer au développement et à l'épanouissement de la francophonie de l'Ouest canadien. Et le dernier critère, c'est que les projets doivent desservir une clientèle francophone des communautés de langue officielle en situation minoritaire dans l'Ouest canadien. Donc, ça, c'est vraiment le point de départ avant d'aller plus loin dans le développement des projets à proposer pour être financés. Et puis, les secteurs d'activité qui sont visés par le programme, donc il y en a exactement 5. Donc, il y a le premier secteur qui est visé par ce programme. Il y a la diversification et le développement économique, incluant le commerce et l'investissement. L'autre, c'est l'immigration économique. Le troisième, c'est l'économie verte. Le quatrième, c'est la jeunesse. Et le cinquième, c'est le tourisme. Donc, ça vraiment, ce sont les 5 secteurs d'activité qui sont visés par le programme. C'est vraiment, comme je l'avais dit auparavant, c'est que ça résulte d'une certaine convergence en termes de secteurs qui sont couverts par les 4 provinces de l'Ouest. Et les organismes demandeurs doivent s'inscrire dans au moins un des 5 secteurs. Ça peut être 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5. Mais il faut qu'il y ait au moins un secteur qui est visé par le projet qu'on doit proposer pour un financement. On arrive aux indicateurs de rendement qui sont recherchés par le programme. Donc, il y en a 5. Il y a le nombre d'entreprises qui sont créées, maintenues ou en expansion grâce aux projets financés. Ça, on parle des entreprises d'économie sociale. Il y a le nombre d'emplois créés ou maintenus grâce aux projets financés. Il y a le nombre de partenaires qui participent au projet. Il y a le nombre d'histoires de réussite illustrant le renforcement de capacité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et en fait, il y a les investissements additionnels qui sont suscités par le projet, les projets qui sont financés, communément appelés effet levier, le montant d'effet levier. Donc, mais ici, il est à noter que chaque projet a ses indicateurs de rendement spécifiques. Donc, quand vous préparez une demande de financement, oui, il y a des indicateurs de rendement qui ne ressemblent pas à ça, mais vous devez quand même démontrer comment vous pouvez contribuer à ces indicateurs de rendement. C'est ça qui va vous donner plus d'envergure, qui va donner l'envergure à votre projet pour qu'il soit financé. Mais en même temps, vous pouvez toujours ajouter vos indicateurs de rendement spécifiques en plus de ces indicateurs de rendement. OK, on arrive dans l'enveloppe de financement, la répartition, comment l'argent est réparti dans les 4 provinces et par les projets qui sont financés. Donc, il y a une enveloppe annuelle de 546 000 par an pour financer les projets de développement économique dans les 4 provinces de l'Ouest. Cela équivaut exactement à 136 500 par an dans chaque province qui est destiné à financer des projets dans chaque province. Ici, comme c'est un projet pilote de 3 ans, les 4 provinces ont une certaine latitude de faire des ajustements à l'intérieur de 3 ans. Par exemple, je vous dis, la première année, c'est déjà fini, mais au cours de la deuxième année, on peut avoir de bons projets et puis financer au-delà de 136 000, tout en sachant que l'année qui suit, on va avoir moins d'argent pour financer les projets. On a vu aussi à la première année, il pouvait y avoir un transfert pour l'année qui suit. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'après les 3 ans, le montant de financement dans chaque province qui sera distribué pour les financements des projets sera le même. Donc, les quatre provinces ont un même montant de financement pour les projets après les 3 années.
Pour les projets, on a un minimum de 5 000 et un maximum de 75 000 qu'on peut donner à chaque projet chaque année pour un organisme demandeur. Ici, on doit souligner aussi que les subventions sont octroyées aux organismes sous forme de remboursement des dépenses qui soient admissibles au projet. Donc, cela signifie que quand on signe une entente de financement avec les organismes qui ont reçu du financement, il n'y a pas un chèque qui suit directement la signature de l'entente. On doit s'assurer à ce qu'on fait des demandes de remboursement après avoir en fait effectué des dépenses du projet. Et puis ici, on doit aussi vraiment souligner et puis notifier que les 4 organisations francophones à vocation économique n'ont pas droit de recevoir des financements de ce programme. Je pense que c'est facile à comprendre pour éviter des conflits d'intérêts, donc, mais c'est important aussi de le répéter. L'autre point, ce sont les dépenses admissibles. Ça, il y a une liste de dépenses admissibles que nous avons répertoriées qui sont couvertes par le financement qu'on reçoit pour les projets. Il y a les honoraires contractuels du projet, il y a les dépenses de promotion du projet, les dépenses de déplacement, les dépenses de formation du projet, les dépenses d'immobilisation et infrastructure du projet et les dépenses d'achat d'équipement. Donc, les 6 catégories de dépenses, ce sont les dépenses vraiment qui sont admissibles. Pour les organismes qui reçoivent un financement pour les projets, ils doivent s'assurer que les dépenses qui sont effectuées rentrent dans ces catégories. Ici, je noterai que vous voyez que les salaires ne sont pas vraiment couverts par ce programme, mais on couvre quand même les honoraires contractuels du projet. Je vous donne un exemple. S'il y a un agent économique, un agent de développement économique, de développement communautaire dans un organisme qui est affecté à gérer un projet, qui a reçu du financement, cette personne, le salaire de cette personne ne peut pas rentrer dans ce projet. Cependant, on peut toujours valoriser en fait son salaire. L'organisme peut mettre le temps que cette personne passe à gérer son programme en tant que contribution en nature. Donc, ça, c'est accepté, mais on ne peut pas vraiment rembourser le salaire d'une personne qui travaille déjà dans l'organisme pour gérer le programme. Mais si on embauche un architecte pour le projet spécifique, pour vraiment faire des plans, ça, ce sont des honoraires qui sont acceptés, tout type d'honoraires, mais qui sont vraiment bien déterminés et affectés au projet. Et puis, les périodes d'appel de proposition de projet, vous vous souvenez, c'est un projet de 3 ans, de 2020 à 2023. Nous sommes, la première année est déjà finie. On a fait l'appel de proposition de projet au mois de juillet, et puis les projets sont déjà en cours. C'était le premier appel de proposition, c'était pour des projets qui allaient commencer le 1er septembre 2020 pour se terminer le 31 mars 2021. Le deuxième appel de proposition de projet a été lancé dernièrement, le 30 novembre 2020, pour des projets qui seront réalisés entre le 1er avril 2021 au 31 mars 2022. La date de réception la date limite de réception des demandes de financement est fixée pour le 1er février 2021. Le troisième appel de proposition de projet, ce sera pendant l'automne 2021 pour des projets qui seront réalisés entre le 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Ici, on doit vraiment souligner quelque chose qui peut pénaliser un organisme, mais qui ne tire pas attention à ça. Les formulaires de demande de financement et d'autres informations utiles des programmes sont mises à jour régulièrement et disponibles sur les sites web des 4 organisations francophones à vocation économique. Il est vraiment très recommandé d'utiliser les versions récentes des formulaires de demande de financement. Parce que, je donne un exemple, par exemple, un organisme qui a déposé une demande de financement au cours de la première année et qui n'a pas reçu de financement, l'organisme ne peut pas juste changer la date et puis renvoyer le même formulaire parce que dans les nouvelles versions du formulaire,
il y a de nouveaux éléments. Donc, si il y a ce genre d'erreur, c'est vraiment une raison suffisante pour ne pas avoir assez de chances d'avoir des financements. Donc, je vous invite vraiment à vérifier que vous avez la version décente du formulaire de demande de financement. Voilà, le processus. On est passé comment on peut, les éléments importants qui composent plus ou moins la demande de financement. Quand on reçoit les demandes de financement, les 4 organisations francophones à vocation économique, comment ils s'y prennent pour évaluer ces projets et prendre la décision rationnelle pour que les projets qui soient financés soient des projets solides. Il y a d'abord, la première étape, c'est la vérification des comités par les comités de sélection provinciaux de l'admissibilité des organismes demandeurs. Vous vous souvenez les trois critères pour être admissible. C'est vraiment la première étape qu'on fait. Et puis, à partir de là, quand c'est bien vérifié, on passe à l'autre étape d'évaluation. C'est toujours les comités de sélection provinciaux qui font le travail à son niveau. Et puis, à son niveau d'évaluation, il y a quatre vraiment critères sur lesquels on se base pour donner des points ou le pointage et puis pour pouvoir classer les meilleurs projets à financer. Donc, il y a les indicateurs de rendement du projet et l'impact structurel du projet à court et à moyen, à long terme. Ça, c'est coté sur 40% des points. Il y a la capacité de l'organisme à gérer le projet, c'est coté à 20%. Il y a le nombre de partenaires financiers ou pas qui sont impliqués dans le projet, c'est coté à 20%. Et puis la qualité générale de la demande à 20%. Le tout, ça totalise de 100%. Donc, vous remarquerez que les indicateurs de rendement du projet et l'impact du projet, c'est coté sur 40%, c'est très important. On a voulu vraiment donner l'importance à cet impact du projet parce qu'on veut quand même des projets qui amènent quand même la vivacité économique au niveau de nos communautés, quitte à ce qu'après même les 3 ans, on puisse voir des retombées solides dans nos communautés. Donc, l'impact, c'est très important. Quand vous préparez votre demande de financement, essayez de regarder les indicateurs de rendement et l'impact, et puis essayez vraiment d'être vraiment très vigilant par rapport à ça. Mais les autres aussi ne sont pas moindres. Au niveau de la capacité de l'organisme à gérer le projet, c'est en termes de ressources humaines, en termes des expériences à gérer ce genre de projet. Et puis, tout ça, ce sont des éléments vraiment très importants sur lesquels on s'appuie pour vraiment évaluer vos projets. Alors, les recommandations, comme je l'avais souligné, les comités de sélection provinciaux formulent des recommandations qui seront analysées au niveau du comité PAN-Ouest. Vous vous souvenez de la gouvernance du fonds, comment ça fonctionne. C'est comme ça. Et puis, le comité PAN-Ouest, c'est lui qui approuve et qui fait l'approbation des projets à financer. Après, on entre dans la zone après avoir vraiment choisi les projets à financer dans les 4 provinces, chaque province essaie de négocier la signature des ententes avec les organismes qui ont été sélectionnés. Et puis après, on rend public la liste des organismes qui ont reçu du financement. Vraiment, c'est ça le processus. Maintenant, on arrive vraiment à un point où on va vous montrer plus ou moins le formulaire de demande de financement, à quoi le gabarit, comment ça ressemble. Et puis, c'est sûr que la plupart des éléments, hein, vous allez les retrouver, tout ce qu'on vient de dire, on va les retrouver dedans. Je vais directement, il y a un lien ici, je vais directement ouvrir ça. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez ce formulaire de demande de financement? Vous ne voyez pas? Non, Jean de Dieu, tu partages la mauvaise fenêtre, j'ai l'impression. Ah oui? OK. Donc, il faut que j'arrête ça.
un petit moment de patience. Est-ce que vous voyez pour le moment? OK, Là, c'est bon. parfait. OK, merci. OK, donc le formulaire de demande de financement, ça ressemble à quelque chose comme ça, mais il est vrai, il va y avoir un logo pour chaque organisation francophone à vocation économique pour juste personnaliser pour la province, mais le contenu est vraiment le même. Ici, j'ai pris l'exemple juste de la Saskatchewan. Ici, vous voyez, il y a une note, c'est une note très importante quand même. Veuillez compléter ce formulaire à l'ordinateur avant de l'imprimer, de le signer et de l'envoyer à l'organisme de votre province par courrier ou par la poste, accompagné de tous les autres documents qui sont demandés. Au plus tard, au 1er février 2021, donc à minuit moins une minute. Donc, ça, il ne faut pas attendre vraiment la dernière journée. Il faut, je pense que c'est mieux de faire ça avant le 1er février pour ne pas avoir des soucis parce qu'après après minuit, les demandes ne seront pas vraiment acceptées. Donc, il y a la personne qui va recevoir ça dans chaque province. Ici, ça, c'est vraiment le classique, l'identification des demandeurs. Vous connaissez tout ça. Et puis, vous remarquerez quand même ici, hein, on demande le numéro de constitution en tant qu'organisme à but non lucratif dans votre province. C'est une façon aussi de vérifier l'admissibilité de l'organisme. Vous vous souvenez qu'il y a un critère qui demande que l'organisme soit également formé dans sa province. Donc, c'est ça. Et puis, l'autre point, ici, on arrive au nom et la durée du projet. Ici, vraiment, c'est chaque projet doit avoir un nom. Il faut donner un nom quand même qui révèle aussi hein, l'objectif du projet. Aussi, la durée en mois, si c'est une demande de financement pour un projet d'une année, c'est 12 mois. Pour 2 ans, c'est 24 mois. Il n'y a pas 3 ans parce que la première année est déjà passée. Donc, la date du début pour cet appel de proposition, ça va commencer le 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour un projet d'une année ou au 31 mars 2023 pour un projet de 2 ans. Et puis ici, il faut choisir dans quelle province le projet va être réalisé. Ça peut être une province ou 2 provinces. Il y a des projets interprovinciaux. Ils sont acceptés aussi. Donc ici, au niveau de la description détaillée du projet, c'est là où vraiment il faut vendre le projet. C'est ici où on veut voir que l'organisme comprend vraiment le projet. Il faut être convaincant, être précis. C'est ça qui va vraiment nous donner l'idée de quoi il s'agit. Hein. C'est sûr que c'est 500 mots, mais c'est là où il faut être précis. Et puis, comme on l'a déjà dit, hein, on doit choisir dans quel secteur le projet s'inscrit parmi les 5 secteurs qui sont visés par le programme. Et puis, il y a la clientèle qui est visée par le projet. Ici, vraiment, on demande d'être précis par rapport est-ce qu'il y a les bénéficiaires, la clientèle qui est visée, est-ce qu'il y a la clientèle directe et la clientèle indirecte du projet, spécifier tout ça pour que vraiment on puisse avoir une idée claire de quelle clientèle vous visez. Il faut énumérer toutes les activités qui sont prévues pour le projet. Ici, on a mis juste les activités, la description détaillée plus ou moins pour nous expliquer, mais ici, vous pouvez énumérer, ajouter même d'autres lignes si vous voulez, si vous avez plusieurs activités. Et puis, en passant le fichier, le fichier, c'est un fichier Word, donc ça peut être modifié là, par le demandeur. Et puis ici, on arrive les indicateurs de rendement. Et puis, vous vous souvenez que c'est très important aussi de s'inscrire, de démontrer comment vous allez aussi, hein, vous allez contribuer à l'atteinte de ces indicateurs de rendement, de ces résultats. Et puis, vous pouvez toujours aussi ajouter d'autres, c'est tous les autres indicateurs de rendement spécifiques qu'on n'a pas, que le programme ne vise pas. Ça peut venir bonifier aussi, hein, votre projet à son niveau. Et puis ici, on arrive
vos impacts visés. Ça, vraiment, c'est là où il faut être convaincant parce que vous vous souvenez que quand on évalue les demandes de financement, l'impact des projets, c'est quelque chose de très important qui est valorisé en termes de 0,40% avec les indicateurs de rendement. Donc ici, vous pouvez même ajouter d'autres. On a mis juste 3, mais vous pouvez toujours ajouter d'autres éléments. L'autre point, comment est-ce qu'on vérifie plus ou moins pour vérifier si l'organisme vraiment a fait les devoirs pour vérifier s'il est vraiment admissible. Comment est-ce que votre projet répond aux critères d'admissibilité du programme? Il suffit juste de vérifier les trois critères qu'on a cités si vous les remplissez. Quelle est votre capacité à gérer ce projet? C'est ici vraiment où vous évoquez vos ressources humaines qui sont disponibles ou matérielles et puis l'expérience dans le passé de gérer ce type de projet. Tout ça, ça rentre vraiment dans les éléments qui démontrent que vous avez vraiment la capacité de gérer le projet que vous proposez. Ici aussi, on est dans les partenaires. Les partenaires aussi, ça fait partie des éléments qu'on évalue. Donc, essayez de nous donner, il y a des partenaires qui peuvent vous appuyer en argent ou en nature. Tout ça, c'est vraiment, c'est mentionné ça. Et puis, si vous avez déjà reçu de la confirmation, il faut mentionner ça. Mais si vous avez déjà contacté ou si vous pensez contacter un partenaire, c'est de le mentionner aussi. Donc, ça va donner quand même l'envergure à votre projet, qui c'est un projet quand même qui rassemble pas mal de partenaires. Et puis, ici, ce sont des vérifications vraiment simples pour voir si vraiment vous avez aussi vérifié, fait les devoirs. Est-ce que si vous recevez exactement le montant de la subvention demandée, si vous ne recevez pas exactement le montant de la subvention demandée au programme, est-ce que votre projet pourra continuer moyennant quelques ajustements éventuels? Donc, ici, si jamais un projet, on a demandé combien? 50 000 et puis vous recevez 30 000, est-ce que le projet pourra quand même continuer? On a besoin de ce genre d'informations pour prendre la décision. Et puis, ici aussi, on rappelle aussi que le fonds n'octroie pas des avances sur les subventions. Et puis, on veut savoir si les organismes ont assez de ressources financières pour vraiment faire des paiements dans le projet avant de recevoir le remboursement. Donc, ça aussi, on va voir cette information. On arrive aux documents qui sont vraiment demandés pour être annexés vraiment à la demande, au formulaire de demande de financement. Il y a le budget du projet, il y a une copie des états financiers de la dernière année financière, il y a les confirmations d'autres sources de financement qu'on a déjà reçues, les lettres d'appui des partenaires de votre projet. Donc, tout ça, ce sont des documents qui sont demandés. Je peux juste jeter un coup d'œil, j'espère que ça va fonctionner, sur le budget. C'est un petit budget, mais peut-être ça va... OK, on va ouvrir ça. Est-ce que vous voyez le budget? Oh, parfait. Tout est bon, je dois dire. OK, parfait, ça marche. Alors, ça, c'est vraiment le gabarit du budget du projet. Évidemment, il va y avoir un logo de l'organisme francophone à vocation économique de votre province, mais le contenu reste le même. Donc, ici, c'est le gabarit vraiment très réduit et puis pas compliqué à compléter, pas beaucoup de formules qui sont dedans. Donc, il y a le nom de l'organisme, c'est l'organisme qui demande le financement, le nom du projet, la période d'exécution du projet, si c'est une année ou 2 ans. Et puis, ici, il y a 2 catégories. Il y a les rubriques, la rubrique des revenus, il y a les rubriques aussi des dépenses. Au niveau des revenus, on a le montant de subvention que vous demandez. Ça peut être un autre organisme de votre province. Je vais donner l'exemple du CCS. Et puis, le montant de la contribution du demandeur. Ça, c'est l'argent que l'organisme demandeur va mettre dans le projet.
C'est l'argent, vraiment l'argent, pas la contribution en nature. Et puis, vous pouvez énumérer autant que faire sauter les sources de financement, d'autres sources de financement que vous avez ou vous envisagez avoir. On a mis 3, mais ça peut être plusieurs. Et puis ici, il va y avoir les contributions en nature. Ça, les contributions en nature, ici, l'organisme peut mettre aussi une partie, la valorisation du temps que l'agent communautaire met dans le projet pour démontrer quand même qu'il y a une contribution en nature, même si ce n'est pas remboursé son salaire, comme je l'avais souligné un peu avant. Vous remarquerez que le montant des dépenses est égal en nature. Je veux dire, le montant est égal aux dépenses en nature. Donc, il y a une égalité ici. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'y a pas un décaissement, mais en même temps, ça donne quand même de l'envergure à votre projet. À l'absence des contributions en nature, le montant total du projet peut être vraiment réduit, mais cela nous montre quand même qu'il y a, au-delà de l'argent comptant ou l'argent, il y a aussi la contribution en nature. On rentre dans les dépenses sont les mêmes. Ça fait quand même plusieurs fois que je répète les dépenses qui sont admissibles. Les honoraires contractuels, il y a les dépenses de promotion, dépenses de déplacement, formation, tout ça, immobilisation, infrastructure, achat d'équipement. Ce sont ces catégories de dépenses qui sont vraiment admissibles et puis que vous pouvez mettre les montants là. Et puis, il y a, comme je l'ai souligné, hein, les contributions en nature au niveau des revenus doivent être le même que les dépenses en nature. Ici, vous remarquerez aussi qu'il y a des notes ici. Le budget doit être équilibré. Ça, c'est vraiment la règle vraiment de base. Les deux montants doivent être les mêmes. Total dépenses, total revenu. Et puis, vous pouvez ajouter autant de rubriques que de besoins dans les revenus ou dépenses. Voilà, ça, c'est vraiment la partie du budget du projet. Je vais revenir sur le formulaire. Est-ce que vous voyez encore le formulaire? Parfait. OK. Ici, on était au document d'appui. Maintenant, on est au processus d'évaluation des demandes de financement. Là, je ne reviens pas beaucoup parce qu'on a déjà parlé de ça, les éléments encore regardés. Donc, c'est ça. Je pense que ça, c'est déjà fait. Donc, il reste à signer. Ici, il faut noter qu'il y a la personne qui est autorisée. Dans chaque organisme, il y a une personne qui est autorisée pour signer ce genre de demande de financement. Donc, après, ça serait de tout envoyer, soit par courrier ou par la poste. Je vais revenir sur la présentation PowerPoint. Un petit moment. Est-ce que vous voyez la présentation? Non, nous sommes toujours sur le formulaire, Jean de Dieu. OK, sur le formulaire, OK. Un petit moment. OK. Voilà. Je pense que maintenant, c'est visible. Est-ce que vous voyez maintenant le PowerPoint? Oui, c'est bon. OK, parfait. OK, donc, on a fait le tour en fait de la présentation. Donc, dans chaque province, il y a des personnes de contact. Ce sont les 4 personnes qui se sont présentées au début. Donc, vous pouvez les contacter pour avoir plus d'informations ou pour avoir vraiment des conseils pour préparer votre demande de financement. Et puis, vous pouvez aussi visiter le site web des 4 organisations francophones à vocation économique. Et puis,
je vous informerai aussi qu'il y a un nouveau dépliant du programme qui vient de sortir et qui est disponible sur le site web, des 4 provinces. Donc, c'est ça, c'est le dernier, enfin, on est arrivé vers la fin où on va essayer de tenter de répondre à vos questions. Et puis, après on va voir le temps qui nous reste encore, mais on va commencer quand même à répondre à certaines questions. Je donne la parole à Joris pour nourrir les questions et puis tenter de répondre à vos questions. Parfait, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous qui ont posé des questions. Alors, je vais y aller par ordre. Et on a 2 questions qui sont assez identiques. En fait, c'est question de la langue. Et je vais les combiner. Une question soulignée, est-ce que le projet doit être uniquement en français ou alors est-ce que c'est aussi valable si on dessert une clientèle bilingue mais dans des communautés, dans des régions de communautés francophones? Okay. En fait, c'est qu'on est dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le programme vraiment est destiné aux communautés de langue officielle en situation minoritaire. Et puis ici, dans l'Ouest canadien, ce sont les francophones. Donc, les projets, les critères, je commençais par les critères d'admissibilité. Hein. Vous avez vu les 3 critères d'admissibilité. On indique clairement que l'organisme doit desservir une clientèle francophone. Et puis, on travaille aussi, la langue de travail, c'est le français. Donc, les demandes de financement doivent être en français. Il est vrai, vous pouvez faire des partenariats avec d'autres communautés. Ça ne cause aucun problème à ce niveau. Mais l'organisme porteur du projet doit être un organisme francophone et qui est en français. Est-ce que j'ai suffisamment répondu à s'il y a parmi les 4 du comité de coordination, si vous pouvez bonifier, hein, vous êtes toujours les bienvenus. Parfait, merci Jean de Dieu. Pour ma part, je n'ai pas autre chose à ajouter. Selon moi, bien répondu à la question. Toujours une question qui est cette fois-ci, reliée à la création d'une entreprise sociale, d'une coopérative. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ce fonds pour créer une coopérative ou une entreprise sociale? Je peux répondre, la réponse est non. L'entreprise doit être déjà créée. Alors, comme l'avait mentionné Jean de Dieu, vous devez apporter sur le formulaire votre numéro d'incorporation. Oui, merci. Puis, quoi qu'il arrive, hein, si vous avez aussi d'autres questions, les 4 coordinateurs des provinces pourront y répondre à l'issue du webinaire. Je vous pourrai repartager les coordonnées un peu plus tard. Autre question, Jean Dieu, est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu sur les dépenses de formation du projet, donc les dépenses admissibles, tout ce qui est dépenses de formation, est-ce que tu pourrais complémenter un petit peu? Ok, les dépenses admissibles. Il y a des 5 catégories de dépenses admissibles. Les dépenses de formation, tout dépend en fait du type de projet. Il y a des projets qui exigent qu'on fasse des formations avec la clientèle qui est visée par le projet. C'est ça qu'on parle. On n'est pas obligé de faire des formations alors que le projet n'exige pas vraiment qu'on fasse des formations. Donc, c'était pour vraiment couvrir ce type de projet où les activités qui sont contenues dans le projet, il y a la formation. Donc, c'est juste ça. Là. Et puis, en passant, les dépenses admissibles, on n'est pas obligé de couvrir toutes les dépenses admissibles. C'est tout. OK. Joyce? Ouais. Oui, j'ai juste un petit problème de connexion. Okay. Je vais continuer. Merci Jean de Dieu, merci encore de poser vos questions. Il y a une question qui a été posée dans le chat, mais je pense qu'elle a été répondue également dans le chat. C'était Guillaume qui posait une question concernant le réseau communautaire, mais il me semble qu'il y a une réponse. Alors si ce n'est pas le cas, Guillaume, vous pouvez de nouveau écrire votre question. Si elle n'a pas été correctement répondue, je pense que c'était Louis qui avait répondu ça dans le chat. Merci Louis par ailleurs. On demande également d'élaborer un petit peu plus sur les dépenses d'immobilisation en infrastructure. Est-ce que tu pourrais de nouveau ressouligner ça, s'il te plaît? Oui, complètement. Les dépenses d'immobilisation en infrastructure, c'est vraiment au niveau des communautés qui veulent, par exemple, il y a une attraction touristique dans la communauté qui a besoin d'être
valoriser ou rénover des choses comme ça. C'est là où on parle d'immobilisation en infrastructure. Donc, ça peut couvrir autre chose. Je sais que dans nos communautés, surtout dans nos petites communautés francophones et rurales, il y a beaucoup de choses à valoriser et puis qui datent de longtemps, qu'on aimerait vraiment mettre une valeur là-dessus, surtout au niveau du tourisme, par exemple. Vous savez, avec la pandémie, il y a le tourisme local qui est vraiment encouragé. Donc, je pense que ce programme peut aller donner un coup de main à son niveau. Merci. Jean de Dieu, si tu permets, Oui. peut-être que je peux rajouter quelque chose par rapport aux Oui. dépenses d'immobilisation. Il faut que ces dépenses-là soient en lien aussi avec l'essence même du projet, parce que c'est des dépenses qu'on va couvrir si, comme tu l'as dit durant ta présentation, on se rend compte que c'est important de couvrir ces infrastructures. Il faut qu'il y ait un impact. Je pense que tu as beaucoup insisté dessus. Donc, il faut faire le lien. Ce n'est pas toutes les dépenses d'infrastructures qui vont être couvertes, mais si ça a une essence et un lien sur ce projet, c'est sûr qu'on va couvrir pour que le projet puisse aller de l'avant. Oui, merci Marie-Noël. Merci Marie-Noël, merci Jean de Dieu. Une autre question concernant cette fois-ci la création de centres de petite enfance. Est-ce que les dépenses pour un projet comme celui-ci seraient acceptables? Et si oui, dans quel cadre? Jeunesse, commerce ou investissement? OK. Ici, en fait, comme on a déjà répondu plus ou moins, ce n'est pas vraiment pour créer. On finance des organismes qui sont déjà, qui existent. Oui, ça peut être un centre qui est de petite enfance qui est une coopérative. Si ils ont un projet qui rentre dans les critères, ils peuvent aussi déposer parce que ça rentre vraiment dans les organismes qui sont admissibles aussi, les coopératives. C'est une sorte d'organisation aussi qui est admissible à son financement. Donc, oui, on peut, tout dépend du projet, mais pas pour la création d'un centre de la petite enfance, par exemple. Et peut-être ce qu'on peut rajouter, si tu permets, c'est qu'on a un fonds spécial pour la petite enfance. Et j'ai vu passer cette semaine, par exemple, un appel de EDSC, si je ne me trompe pas, qui est justement en train de financer la petite enfance. Donc, c'est sûr qu'on veut financer des projets, mais quelquefois, quand il y a d'autres bailleurs qui financent déjà un projet, c'est sûr que ça ne sera pas prioritaire pour nous parce qu'il y a déjà des enveloppes qui sont disponibles. OK, merci Marie-Noël. Et si je peux me permettre de faire du pouce sur ce que Marie-Noël a dit, les R&D, c'est-à-dire les 4 organismes qui s'occupent du FDEFO peuvent aider les groupes qui seraient intéressés à avoir accès à cette enveloppe, puisque justement, c'est une des missions aussi sur lesquelles on travaille. Ouais. Merci. Merci des précisions. Une autre question. Est-ce que la subvention est versée à l'organisme ou est-ce que c'est l'organisme qui doit faire la dépense et ensuite demander un remboursement? Je vais y répondre à continuer. Vous devez faire des demandes de remboursement à l'issue des dépenses. Donc, ce n'est pas une avance de fonds, dans le sens, ce n'est pas la totalité des subventions qui est versée à l'organisme, c'est vraiment des subventions par remboursement. Donc, il est important que l'organisme porteur de projet puisse bénéficier d'une trésorerie quand même suffisante pour développer le début de l'initiative. Oui, merci Joris. Merci. On nous demande un peu plus de précision concernant les projets interprovinciaux. OK. Les projets interprovinciaux, je dirais, c'est juste des projets qui couvrent, qui sont réalisés dans au moins deux provinces. Ouais. Donc, c'est juste ça. Et puis, ça peut être des projets variés, là, suivant les catégories des secteurs d'activité qu'on a énumérés. Donc, il n'y a pas une limite comme telle. Ça peut être 2 provinces, 3 provinces ou 4 provinces. Ça rentre dans les projets interprovinciaux. Merci. Un petit retour. Joris, oui. Pardon, excuse-moi d'interrompre encore. Si jamais c'était le cas, s'il y avait des personnes intéressées à faire des projets interprovinciaux, il est important que vous contactiez les différents R&D qui sont impliqués, les différentes provinces qui sont impliquées dans le projet. Parce qu'il est important pour nous de savoir justement, au moment des délibérations, quand le comité va se rencontrer, de savoir quels sont les projets qui sont proposés pour les provinces. Et donc, il y a aussi une opportunité pour que les provinces s'associent
pour financer un projet en question. Merci, Erwan. Pardon, Joris, il est 14h29 ici en Saskatchewan. On peut prendre 2 ou 3 questions et puis après, on va clôturer pour respecter le temps. OK, parfait. Alors, une photo à la fin aussi. Ouais. Je vais sélectionner... alors, on nous demande, par exemple, si c'est possible de faire une demande, si l'organisme en question est un organisme à but non lucratif francophone pour les jeunes immigrants afin qu'ils se forment aux technologies en français. Est-ce un projet qui serait potentiellement admissible? Oui, Donc, oui. Je pense que c'est du moment que les secteurs qui sont visés, vous vous souvenez, il y a l'immigration économique aussi qui est dedans. Donc, s'il y a l'aspect économique dans ce projet qui est vraiment présenté par un organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants, oui, ça peut rentrer dedans. Parfait, merci. Je vois qu'une réponse a été, une question a été répondue. On nous parlait si une entreprise peut créer une subdivision à but non lucratif. La réponse est non. Écoutez, il y a quand même beaucoup de questions. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est prenez contact avec les coordinateurs de chaque province. Je vais remettre les coordonnées. Ces coordinateurs vont pouvoir répondre aux questions. Aussi, pour plus de précision, l'enregistrement sera disponible sur chacune de nos pages spéciales de FDFO d'ici la semaine prochaine. N'hésitez pas à les consulter, ainsi que la présentation. J'imagine, Jean de Dieu, qu'elle sera envoyée à chaque participant. Oui, complètement. Oui, je pense qu'on a couvert quand même pas mal de questions. Comme Joris, tu viens de le dire, merci beaucoup. Il est 14h30, on veut quand même respecter le temps. Je sais que quelquefois, c'est très difficile de participer dans plusieurs webinaires, mais on a enregistré quand même ce webinaire, ça sera disponible. Et puis, on va essayer aussi de faire des suivis par rapport aux questions déjà posées. Et puis, vous pouvez toujours poser les questions à ces personnes de contact dans chacune des 4 provinces. Donc, je vous remercie, vous tous, et puis de votre patience au comité de coordination. Je pense que ça fait partie quand même de réussite du programme aussi, de pouvoir promouvoir ce programme à cette échelle. Et puis, j'aimerais aussi remercier DO, Diversification de l'économie de l'Ouest, encore une fois, d'avoir fait confiance aux 4 organisations francophones à vocation économique pour administrer son beau programme qui va vraiment donner un impact important dans nos communautés. Et puis, on espère que vous allez vraiment présenter des demandes de financement. Et puis, on va avancer ensemble. Je vous remercie beaucoup là où vous êtes dans l'une des 4 provinces. Merci beaucoup.